Beaucoup, à travers ce thème, peuvent penser qu'il y a de l'acharnement dans l'air. Loin de là, loin de moi, toute idée, toute intention de m'acharner sur qui que ce soit ou quelque organe de l'État du Cameroun que ce soit. Alors, si j'ai décidé d'ouvrir ce débat sur les crimes de la division de la sécurité militaire dans le cadre du conflit anglophone au Cameroun, c'est tout simplement parce que, enfin, cela découle du constat que moi-même j'ai eu à faire. Cela découle du constat que moi-même j'ai eu à faire. Tout part de quoi, en réalité? Vous savez, quand j'étais au Cameroun, j'ai commencé, parce que je suis journaliste, et je faisais au Cameroun, tout le monde le sait d'ailleurs, qu'au Cameroun, j'étais un cyberactiviste très engagé dans des problèmes, dans des affaires qui touchent aux droits humains, donc très engagé sur les questions des droits humains. Alors, ce qui m'a conduit à m'intéresser au conflit anglophone, c'est tout simplement parce que ce conflit soulève une problématique relative aux droits humains. Là-dedans, vous trouvez le droit d'un peuple à disposer de lui-même. En l'espèce, il s'agit du peuple du Southern Cameroun, parce que comme je vous l'ai expliqué maintes fois, le peuple ambazonien, le peuple du Southern Cameroun revendique à la communauté internationale parce que dans le combat que les ambazoniens sont en train de mener, leur cible, la cible de leur revendication, ce n'est pas tant le pouvoir de Yaoundé. Parce que le pouvoir de Yaoundé n'est pas capable de restaurer l'État du Southern Cameroun, de restaurer le peuple du Southern Cameroun dans son indépendance. Cette indépendance qui lui a été octroyée par les Nations Unies. Non. La cible des revendications indépendantistes du peuple anglophone du Southern Cameroun, c'est la communauté internationale, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est le Canada, c'est la Suisse. Bref, c'est la communauté internationale, ce sont les Nations Unies. Alors, une autre question des droits humains, un autre aspect des droits humains qui transpire des revendications indépendantistes anglophones ou, si vous voulez, du conflit anglophone, ce sont les massacres, les crimes commis contre des civils, aussi bien par les forces de défense camerounaises que par les forces indépendantistes anglophones. Parfois, bon, ça, il faut que je le reconnaisse, c'est vrai qu'il arrive des moments où les Ambazonan Restoration Forces commettent un certain nombre d'actes reprochables qui peuvent leur être reprochés. Par exemple, il y a quelques semaines, je crois que c'était lundi surpassé, je suis tombé sur une vidéo des habitants de Kumba qui ont été molestés par des Ambazonan Restoration Forces parce qu'ils étaient en train de voyager un lundi. Et vous savez que les lundis, dans le Southern Cameroun, c'est un jour de ville morte. Alors, j'ai vu ces images-là. Ça m'a terriblement choqué, ça m'a terriblement blessé. Et j'ai, à travers une vidéo que j'ai publiée au lendemain de cette scène horrible, j'ai dû attirer l'attention des leaders de l'interim government de Dr Samuel Sako Ikome sur le fait que ces actes posés par les Ambazonan Restoration Forces dans le combat LGA étaient de nature à ternir l'image de la lutte, la noble cause
le noble combat du peuple anglophone du Southern Cameroun. C'est vrai que les Ambazonan Restoration Forces ont eu de très bonnes raisons de rappeler à ces populations qui étaient en train de voyager qu'elles avaient le droit de respecter le mot d'ordre du Ghost Town. Mais de là à molester ces populations, ces hommes et ces femmes, je crois que c'est la ligne rouge qui a été franchie. Voilà pourquoi j'ai tiré la sonnette d'alarme à travers une vidéo pour dire que vraiment je n'étais pas très d'accord avec ces actes barbares. Cependant, ce qu'il y a lieu de souligner, et ça je l'ai toujours dit, les Ambazonan Restoration Forces sont en posture de légitime défense. Voilà pourquoi beaucoup de gens m'accusent de toujours pointer du doigt soit l'armée camerounaise, soit les milices qui accompagnent cette dernière dans le massacre du peuple du Southern Cameroun, dans tout ce qu'il y a comme violation des droits humains dans le cadre du conflit anglophone. Beaucoup m'accusent de prendre, de prendre fait et cause pour un camp et d'absoudre un autre. Non. Il s'agit de la réalité telle qu'elle se présente sur le terrain. Il y a un camp qui attaque et il y a un autre qui se défend. C'est ça la réalité du terrain. Parce que les Amba Restoration Forces ne tombent pas du ciel. Les Amba Restoration Forces ne sont pas des mercenaires venus des pays voisins du Cameroun. Les Amba Restoration Forces, ce sont les enfants des villages, des quartiers, des villes où ils opèrent. Ça veut dire qu'ils sont en contact au quotidien avec les familles des zones où ils opèrent. Ce sont les fils et filles de toutes tous ces, on va dire, ce sont les fils et filles de toutes ces familles-là qui vivent dans les villages où ils combattent. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'au nom de quoi est-ce qu'ils vont se mettre à terroriser leur propre population? Parce que la question que moi j'ai souvent l'habitude de me poser, c'est de savoir qu'est-ce qui peut pousser les Amba Restoration Forces à s'attaquer à leur propre sang, aux membres de leur propre famille. Il me semble qu'il y a une communauté francophone qui vit dans cette zone. La question que j'ai souvent l'habitude de poser à certains de mes contradicteurs, c'est de savoir pourquoi en représailles de tout ce que l'armée commet comme crime, comme massacre contre les populations du Southern Cameroun, qui sont les proches parents des membres des Ambazonan Restoration Forces. Pourquoi ces derniers en représailles ne prennent pas en chasse les francophones, la communauté francophone qui vit dans le Southern Cameroun? Pourquoi iront-ils, ces Ambazonan Restoration Forces, s'attaquer plutôt à leurs frères et sœurs? Pourquoi le feraient-ils? Donc, voilà donc ce que j'ai voulu dire d'entrée de jeu concernant ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce conflit anglophone-là. Et c'est justement parce que je m'intéressais à ce conflit anglophone-là, étant encore au Cameroun, parce qu'il faut dire que c'était très courageux de ma part, parce que je ne connais pas beaucoup de journalistes au Cameroun. Là. Je n'en connais pas beaucoup qui peuvent avoir le courage d'aborder ce problème-là de la manière la plus objective qui soit. Quand vous suivez, bon, je le dis sans prétention aucune, bon, je ne veux pas jeter l'opprobre sur mes confrères de la presse camerounaise. Je ne veux pas m'ériger en rédacteur en chef des médias camerounais. Non, je fais juste un constat qui est que les médias camerounais, dans le cadre du conflit anglophone, ont tendance à s'aligner derrière la position, donc ont tendance à adopter la position du gouvernement camerounais relativement à cette crise. Et l'axe
sur lequel est bâtie la communication du pouvoir de Yaoundé concernant le conflit anglophone, c'est quoi? En fait, c'est deux axes ou trois. Enfin, je vais en citer trois. Le premier axe, c'est que l'armée camerounaise est en train de protéger la population dans le Southern Cameroun, ou si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, même comme c'est une appellation que je n'aime pas beaucoup. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, ce sont les terroristes sécessionnistes qui sèment la terreur au sein de la population. Voilà le deuxième axe de la communication du pouvoir de Yaoundé concernant cette crise. Le troisième axe, c'est que les Ambazonian Restoration Forces, c'est-à-dire que les terroristes sécessionnistes ne sont pas unis, c'est-à-dire qu'ils se font la guerre entre eux. Ceux du nord-ouest ne s'entendent pas avec ceux du sud-ouest. Par conséquent, ils ne peuvent pas diriger, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gérer un État si la communauté internationale venait à leur accorder tout un État. Voilà les trois axes autour desquels est bâtie la communication du gouvernement camerounais concernant cette crise. Alors, moi, quand je décide donc de m'investir dans ce dossier, parmi tant d'autres que je gérais au Cameroun en tant que journaliste, j'étais loin de m'imaginer. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. J'étais loin de m'imaginer que j'étais en train de cogner, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si vous allez sur ma page YouTube, là, vous remontez le temps jusqu'au tout début. C'est-à-dire que la toute première vidéo que j'ai lâchée sur mon compte Facebook. Et la vidéo là date du 4 mai 2018. Je suis habillé en polo de couleur rouge. Quand j'ai lâché, le titre de la vidéo, c'était Aïdjo et Paul Biya sont des hors-la-loi. Crise anglophone, Aïdjo et Paul Biya sont des hors-la-loi. Bon, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. La vidéo est un peu est très loin. Quand j'ai publié cette vidéo, mon Dieu, j'ai vu dans toutes les pages, sur toutes les pages Facebook, YouTube, consacrées à la résistance armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. J'ai vu comment la vidéo a été partagée, surpartagée même. Moi-même, j'avais déjà tellement peur que, mais peut-être que les gars, peut-être que les services de renseignement vont venir me cueillir ici, là. Qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Et quand je vois donc tout le... En fait, quand j'ai vu que la toute première vidéo a vraiment fait écho, j'ai donc décidé de me lancer dans le dossier. Alors, en m'engageant donc dans ce dossier, je ne savais pas que j'étais en train de me diriger vers les portes de la prison. C'est ainsi donc que un jour, je suis assis chez moi, c'était quand là? C'était le 18 octobre 2018. J'étais chez moi parce que j'habitais au quartier Nkomoula. Je louais un petit studio là. J'étais en train de regarder la télé. Et je me rappelle, c'était
le contentieux post-électoral, c'est-à-dire après les élections présidentielles de 2018. Je vois mon téléphone qui sonne. Je décroche. C'est le bandit, le voyou Bankui Émile, le commandant de la division de la sécurité militaire qui m'appelle. Bon, il me raconte un tas de choses au téléphone. Il me dit que voilà, machin, est-ce que tu me connais? Oh, est-ce que tu es au Conseil constitutionnel? Je voudrais qu'on se rencontre quelque part en ville, dans la soirée, blablabla, blablabla. Je lui dis que, bon, présentement, moi, je n'ai pas le temps. Peut-être que à partir de 17h, 18h, si, je pourrais me libérer et puis voilà, on pourra se rencontrer. Quand je raccroche, je lance l'alerte sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, quand un certain Bankui Émile vous appelle au téléphone, il vous donne rendez-vous, qu'est-ce que ça signifie, machin. Je ne savais pas que c'est en fait cette alerte sur les réseaux sociaux qui m'a brouillé avec la crapule de la sécurité militaire. Je ne savais pas. Parce que quand le voyou Bankui Émile me rappelle, 2 jours après, c'est-à-dire parce que le jour où il m'appelle pour la première fois, c'était un jeudi, le 18 octobre. Le 20 octobre, il me rappelle, c'était en matinée. Il me dit, oui, pourquoi tu as mis tu as parlé de notre rendez-vous sur les réseaux sociaux et machin chouette, et ceci, cela. C'est là où j'apprends que Bankui Émile, bon, c'est là où j'apprends qu'il avait par devers lui un message que j'avais envoyé aux populations de Southern Cameroun. Et à travers ce message, je leur disais, écoutez, vous devez continuer la lutte. Ouais, vous devez continuer la lutte parce que vous êtes un peuple courageux. Et je remarque que ça se tape dessus entre vous, etc., etc. Vous devez rester unis et patati et patata. Un message WhatsApp, s'il vous plaît. Il avait ce message-là et c'est de cela qu'il voulait qu'on discute, qu'on échange. Or, quand il m'appelle le 18 octobre 2020, 2018, il ne me dit pas qu'on se donne rendez-vous à son bureau, à la division de la sécurité militaire, au ministère de la Défense. Non. Il me dit il m'a dit ce jour-là qu'il voulait me rencontrer quelque part en ville. Et il ne m'a même pas dit exactement là où il était question qu'on se rencontre. Il ne m'a pas dit. Ça veut donc tout simplement dire que si j'étais allé à ce rendez-vous, ce 18 octobre 2018, Bankui Émile m'aurait fait assassiner. C'est de cela qu'il est question. Voilà pourquoi il a été très en colère. Donc, il s'est mis en colère parce que j'ai mis sur la place publique le rendez-vous qu'on s'est fixé au téléphone. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas, pour lui, il n'était pas question que j'en parle à qui que ce soit. Au moment où il me donne rendez-vous, il était question qu'à l'heure dite, que je puisse me préparer, je m'habille et puis je me rends à son rendez-vous, sans dire quoi que ce soit à personne. C'est de cela qu'il est question. Donc, si j'étais allé à ce rendez-vous du 20 octobre, du 18 octobre 2020 avec Bankui Émile, il m'aurait fait assassiner ce jour-là. Il m'aurait fait assassiner. Bon, le 23 octobre donc 2018, parce que je ne voulais vraiment pas me rendre à ce rendez-vous. Je ne voulais pas.
J'étais vraiment opposé à cela. Ce sont des confrères, des aînés qui m'ont dit, ben écoute, ce monsieur, il est très gentil, il est très sympa. Bon, s'il demande à te voir, à te rencontrer pour discuter avec toi, il faut partir, etc., etc. Voilà donc comment, le 23 octobre 2018, je me rends à la division de la sécurité militaire. Quand j'arrive, il était exactement 16h30, 17h. J'arrive à la CEMIL et puis on me conduit au bureau du colonel Bankui. C'est là où il me fait écouter la bande sonore en question qu'il a pris dans WhatsApp et il l'a pris, et d'après ce qu'il m'a dit ce jour-là, il l'a pris dans un forum WhatsApp des ambassoniens qu'il était en train d'infiltrer. Et ça cadre avec le titre là. C'est-à-dire que les crimes de la division de la sécurité militaire dans le cadre du conflit anglophone au Cameroun. Et pour que la division de la sécurité militaire puisse commettre tous les massacres, tous les crimes qu'elle perpètre en zone anglophone, il faut que cette dernière infiltre justement le mouvement indépendantiste anglophone, notamment dans les groupes WhatsApp, etc., etc. C'est donc dans un groupe WhatsApp que Bankui Émile le voyou a donc pris cette bande sonore. Or, cette bande sonore, je l'avais envoyée à une de mes sources d'information, qui était basée à l'époque à Mamfé, parce que c'est cette source d'information qui m'informait, enfin, qui me tenait au courant de tout ce qui se passait dans le Cameroun anglophone en général. Alors, j'avais donc fait cette bande. En fait, c'était une technique d'approche que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais dit au mec, écoute, essaye de distribuer la petite bande sonore là. Et comme ça, les personnes qui vont recevoir la bande auront peut-être envie de me contacter. Et ainsi se noueront des liens entre journalistes et potentielles sources d'information. Parce que c'est la stratégie que j'avais mise en place pour pouvoir me faire un carnet d'adresses assez fourni dans le cadre de ce conflit. Voilà pourquoi j'avais fait enregistrer cette bande sonore. Or, Bankui Émile, je ne sais pas ce qui l'a pris ce jour-là. D'abord, ce que je vais dire, c'est que s'il y avait quelqu'un qu'il fallait poursuivre dans le cadre de cette affaire, c'est lui que je devais traîner en justice. Pourquoi? Pour violation du secret de la correspondance. Parce que les communications WhatsApp ne sont pas publiques, elles sont privées. D'accord? Et le fait pour lui de se retrouver avec ce document sonore privé le rendait passible de poursuites judiciaires pour violation du secret de la correspondance. Parce que la constitution camerounaise, les lois camerounaises protègent le secret des correspondances. Ah oui. Et même si j'ai même dit quoi dans un forum WhatsApp, mais ça rentre dans le cadre des opinions. Ça rentre dans le cadre des opinions. Qui suis-je pour demander aux populations anglophones de faire ceci, de faire cela? Je ne suis rien dans le mouvement. Je suis un journaliste, je suis un leader d'opinion. Alors, Bankui en a fait une affaire d'État par zèle, par méchanceté. Le gars décide d'abord, en toute illégalité, de me faire entendre dans ses bureaux à la division de la sécurité militaire. Pour quel motif? Et il avait même déjà fabriqué le motif. Apologie de terrorisme. Il dit apologie de terrorisme. Pourtant, la loi sur la loi antiterroriste, la loi du 23 décembre 2014 est claire. On ne peut parler d'apologie de terrorisme que si l'apologie en question a été faite publiquement ou par tout moyen visant à atteindre le public. Est-ce que
Est-ce que une communication WhatsApp vise à atteindre le public? Donc, c'est une communication qui est privée. Et cette bande sonore-là, elle était privée. La preuve en est que beaucoup de Camerounais n'étaient même pas au courant de son existence. Mais Banqui Emile en a fait une affaire d'État. Sauf que, en me jetant en prison, il a creusé sa propre tombe. Puisque il croyait pouvoir m'éteindre. Mais ce qu'il a voulu faire dans le cadre de mon affaire, c'est retourner contre lui. Et je vais vous expliquer comment. J'aimerais que vous compreniez pourquoi j'ai commencé par vous raconter ce que moi-même j'ai vécu à la division de la sécurité militaire, pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je voudrais en venir. En fait, c'est ce jour-là, lorsque j'étais, je vais dire questionné, parce que la division de la sécurité militaire n'avait pas qualité pour m'auditionner. Lorsque j'étais questionné à la CEMIL, c'est ce jour-là que j'ai compris que cet organe, cette brigade criminelle-là, est au centre de beaucoup de scandales, beaucoup de crimes dans le cadre du conflit anglophone. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et comment je l'ai compris? Lorsque j'étais auditionné, j'étais en train d'être auditionné par l'un des bras droits du voyou, Banqui Emile, un de ses collègues qui était assis sur une table pas très loin de là où j'étais cuisiné, m'a dit que nous, ici, à la sécurité militaire, nous avons mis en place une stratégie qui consiste à les diviser. Écoutez bien, c'est le collègue de Banqui qui me le dit, que eux là, c'est-à-dire que les agents de la sécurité militaire, ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont conçu et mis en place une stratégie qui vise à diviser le mouvement indépendantiste anglophone. Ça veut tout simplement dire que les agents des renseignements du Cameroun s'étant rendus compte que la solution militaire ne mènera nulle part, ils ont donc décidé d'infiltrer le mouvement indépendantiste anglophone en l'émiettant, en le divisant. Et comment Banqui Emile et toute sa bande procèdent pour diviser le mouvement indépendantiste anglophone? C'est en perpétrant un certain nombre de crimes. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que, et ça j'ai eu à le marteler sur ma chaîne YouTube maintes fois, que M. Banqui Emile, dont la réputation sulfureuse n'est plus à démontrer, nous connaissons tous son passé, son profil, tous les crimes qu'il a eu à perpétrer quand il était commandant du groupement territorial de gendarmerie à Douala. Cet individu, ce triste individu, a défrayé la chronique à Douala pour avoir assassiné un inspecteur de police, un certain Mapuro Njifon. Et beaucoup de gens ont cru et continuent même de croire que Mapuro Njifon a été tué parce qu'il a été surpris sur la femme de la crapule du voyou Emile Banqui. C'est faux. Archi faux. Mapuro Njifon faisait partie d'un gang
qui était entretenu par Mbankwi Émile à Douala. Et Mbankwi Émile et l'inspecteur de police en question ne se sont pas entendus sur le partage du butin, du braquage. Parce que en fait, c'était dans le cadre d'une histoire de trafic de drogue. Le policier, l'inspecteur de police en question faisait partie d'une bande de braqueurs entretenue par Mbankwi Émile à Douala. Et parce qu'il y a eu mésentente au moment du partage de butin, Mbankwi Émile a fait assassiner cet inspecteur de police. Et Mbankwi Émile travaillait déjà avec des dignitaires du régime au sommet de l'État du Cameroun. Il menait des opérations, des actes de braquage, etc., etc. Des coups tordus à gauche et à droite. Et il était au service de la pègre qui dirige le Cameroun en ce moment. Donc, quand vous le voyez se comporter tel qu'il se comporte là, ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'il le fait. Et il bénéficie de la couverture du sommet de l'État du Cameroun. La preuve, quand il a tué cet inspecteur de police, est-ce qu'il a fait la prison? Non. La petite prison militaire qu'il a faite, n'a pas duré un mois. On a organisé un simulacre de procès là, au tribunal militaire. À l'époque, il était défendu par un avocat, là, Maître Niekamga. Bon, je crois qu'il n'est plus de ce monde, si je ne me trompe pas. On a organisé un simulacre de procès là, au tribunal militaire. Bon, on l'a condamné à 1 franc symbolique et à quelques mois de prison. Et puis, hop, il est sorti de la prison militaire quelques mois seulement après. Et au lieu qu'il stagne dans ses avancements en grade, il est plutôt monté en grade. À l'époque, quand il a fait assassiner cet inspecteur de police là, il était, je crois, il était capitaine, hein, si je ne me trompe pas. Et puis après, il a connu une ascension fulgurante au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, de capitaine à commandant, lieutenant-colonel, et puis pape, colonel, et puis pape. Division de la sécurité militaire. Pour des bons et loyaux services qu'il a rendus au régime voyou de Yaoundé. On l'a bombardé là, à la division de la sécurité militaire. C'est-à-dire que ce qu'il faisait à Douala, c'est exactement ce qu'il est en train de faire dans le Cameroun anglophone. Monter des gangs de bandits qui sévissent dans le Southern Cameroun, ils kidnappent contre rançon, ils égorgent des civils, notamment des jeunes filles. Et quand les milices du colonel Mbankwi finissent d'assassiner un civil de la manière la plus horrible qui soit, quand elles finissent, par exemple, d'égorger une jeune fille, qu'est-ce que ces milices font? Ces milices ne s'arrêtent pas là. Ces milices prennent des images, c'est-à-dire elles filment les corps des victimes, elles envoient aux activistes sur les réseaux sociaux parce que, comme vous avez pu le suivre dans un audio qui circule depuis quelques jours, Mbankwi Émile entretient une cellule au niveau de la CEMIL. Cette cellule est composée d'une centaine de cyberactivistes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, un peu partout. Alors, le rôle de ces activistes-là, c'est quoi? C'est de recevoir les images qui viennent des milices du colonel Mbankwi en zone anglophone, donc tous les crimes que vous voyez là, ou alors les violences qui sont mises en scène, etc. Ces activistes reçoivent ces images-là
Ils répandent ça sur les réseaux sociaux et puis ils commentent ces images en disant, voilà, comme vous voyez, les séparatistes ont encore égorgé une jeune fille à Batibo. Oh, les séparatistes, les terroristes sécessionnistes ont enterré une fille vivante à Guzan. Oh, Florence Ayafora a été égorgée à tel endroit et patati et patata. Ça, c'est le travail de la division de la sécurité militaire du colonel Joël Bibankou. C'est vrai que Atanga aussi a son gang de voyous qui sévit là-bas. Même les poltations, bref, la plupart des élites anglophones là ont leur gang de bandits, leur groupe de bandits en zone anglophone qui se comportent sous des dehors des Ambazonan Restoration Forces, alors qu'en réalité, il s'agit des bandits qui posent des actes qui sont par la suite attribués aux vrais Ambazonan Restoration Forces, qui sont les véritables combattants pour la libération du peuple du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Alors, Bankui Émile est donc celui qui orchestre, celui qui est à l'origine des querelles intestines, des divisions, des guerres au sein du mouvement indépendantiste anglophone. C'est-à-dire que c'est lui qui tire les ficelles de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous observez comme conflit interne au sein de la résistance anglophone. C'est lui, Bankui Émile. Et si je n'avais pas été à la sécurité militaire, je ne l'aurais jamais su. La preuve en est que, avant que je ne sois confronté à cette sémile-là, je ne pouvais même jamais imaginer que cette sécurité militaire était tant que ça au centre de tout ce qu'il y a comme opération secrète dans le cadre de ce conflit. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Mais alors, au grand jamais. C'est à la faveur de mes ennuis judiciaires dont la sécurité militaire est la cause que j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, c'est-à-dire que l'organe qui est au centre de toutes les opérations secrètes dans le cadre du conflit anglophone, c'est la sécurité militaire. En fait, je n'ai contre, il est tout à fait normal, hein? Il est tout à fait normal. Il est d'ailleurs du devoir de tout État de mettre en place des stratégies pour infiltrer le camp ennemi. C'est tout à fait normal. Mais quand ça touche à la liberté d'un peuple, quand ça touche à la vie des êtres humains, des individus, alors là, je me sens interpellé. Voilà pourquoi je me bats corps et âme pour contrecarrer toute velléité de détruire la lutte, la noble cause du peuple anglophone du Southern Cameroun, parce qu'il s'agit d'un combat pour la justice, un combat pour la vérité, un combat pour l'indépendance, la dignité d'un peuple qui a été bafoué par la France et les gouvernements Ahidjo et Biya. C'est de cela qu'il est question. Alors, Bankui Émile traîne donc beaucoup de casseroles. Bankui Émile et son organe et sa sécurité militaire traînent donc beaucoup de casseroles, ont commis beaucoup de crimes dans le cadre de ce conflit et continuent d'ailleurs de commettre beaucoup de crimes, de verser énormément de sang dans le cadre de cette lutte armée du peuple anglophone, du Southern Cameroun. Alors, nous allons donc commencer par la première affaire dans laquelle la sécurité militaire se trouve impliquée.
Il s'agit de l'arrestation de la maman et de la sœur de Chris Anou et de Phil Marshall. Parce que vous savez que Chris Anou et Phil Marshall sont des frères. C'est à fin août, je crois. Oui, je crois. Si mes souvenirs sont exacts, je ne sais pas ce qui arrive à ma mémoire. Oui, c'est fin août que la maman et la sœur de Chris Anou sont arrêtées. À l'époque, chez la maman de Chris Anou se trouvait chez la sœur Beza Biritz au quartier Obobogo, à Yaoundé. C'est là-bas que les agents du criminel Bankui Emile sont allés les arrêter, toutes les deux. Bon, après les avoir arrêtés, les agents de la CEMIL les ont conduits au secrétariat d'État à la Défense. Et la maman de Chris Anou, tout comme Beza Beritz, la sœur, qui fait dans le gospel, dans la musique chrétienne, était accusée d'avoir gardé dans leur maison des dizaines de millions représentant le fruit des rançons collectées par Phil Marshall et les Red Dragons lors des kidnappings. Ça, ce sont les accusations avancées, les accusations idiotes avancées par Bankui et ses gars. Et c'est Bankui qui était derrière. Après avoir fait arrêter Beza Beritz et Maman Mafuotem Grace, la maman de Phil Marshall, Bankui Emile va appeler Chris Anou au téléphone. Bankui Emile va appeler Chris Anou au téléphone pour demander à Chris Anou que finalement parce que Chris Anou avait d'abord appelé Paul Tasson pour lui dire que pardon, il faut laisser ma maman tranquille ainsi que ma soeur parce que je sais que c'est toi qui es derrière tout cela. C'est donc Paul Tasson qui dit à Chris Anou que non, ce n'est pas moi, c'est le colonel Bankui. C'est lui qui est derrière l'arrestation de ta maman et de ta soeur. Alors, c'est donc après que Chris Anou appelle le colonel Bankui. Le colonel Bankui lui dit que non, toi-même tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Si tu continues à jouer au dur, ta maman ainsi que ta soeur vont rester là. Donc, essaie de coopérer, essaie de collaborer. Chris Anou va dire que tu vas libérer ma maman. Lui a dit à Bankui que tu vas libérer ma maman ainsi que ma soeur, que tu le veuilles ou pas. Et je ne baisserai jamais les bras dans tout ce que je fais. Donc, de grâce, libère ma mère, libère ma soeur. La maman de Chris Anou a été libérée pour des raisons de santé. C'est Beza Beritz qui est resté en prison jusqu'au mois de janvier 2021 parce que Beza Beritz a été traduite devant le tribunal militaire pour recel de financement de terrorisme, bref, un truc de ce genre. Bon, elle a été relaxée pour fait non établi. En fait, l'objectif de l'arrestation de la mère et de la sœur de Chris Anou par Bankui Emile, c'était d'amener Chris Anou et son frère Phil Marshall donc c'était pour casser leur morale et les pousser à renoncer à la lutte. C'était ça l'objectif. Or, les deux frères étant restés droits sur leurs bottes, Bankui Emile et sa bande se sont rendus compte que bon, la stratégie n'a pas porté de fruits
Alors il fallait simplement l'abandonner. Voilà comment Beza Beritz a été relaxé purement et simplement par le tribunal militaire. Alors, et après, c'est-à-dire que quelques semaines seulement après la libération de Beza Beritz, Banqui Emile et ses agents-là et toute les sécurocrates du pouvoir en place se sont dit mince. Parce que des semaines auparavant, les soldats du BI avaient lancé une traque contre Phil Marshall parce qu'il était question que Phil Marshall soit capturé ou tué avant la fin d'année 2020. Comme ils n'ont donc pas réussi, il fallait adopter une autre stratégie pour détruire les Red Dragons, détruire Phil Marshall. Qu'est-ce que Banqui Emile et sa bande ont fait? Ils ont monté une opération. C'était au mois de février 2021. L'opération consistait à déployer des soldats en civil dans le Lébialem, accompagnés bien évidemment de leurs camarades du BIR en tenue cette fois-là. Et les soldats en civil allaient capturer des chefs traditionnels, les tuer et alerter la communauté internationale comme quoi, oui, voilà, les Red Dragons viennent d'assassiner 3 chefs traditionnels à Eswata, dans le Lébialem. Donc, pour ceux qui se souviennent, les 3 chefs traditionnels là, qui avaient été assassinés à Eswata, dans le Lébialem, c'est Banqui Emile et Paul Tasson qui en sont les responsables. Et quand les chefs traditionnels ont été tués, Paul Tasson, parce que Paul Tasson a tenu des réunions au niveau de Allon avec des chefs traditionnels quelques jours avant l'assassinat de ces chefs. De ces chefs. Donc, il a tenu une réunion préparatoire à cette opération-là. Donc, après l'assassinat de ces 3 chefs traditionnels, Paul Tasson, qui était à Yaoundé, à ce moment-là, foire au niveau du musée national. Et le drame, c'est que c'est lui qui expliquait aux médias camerounais les circonstances dans lesquelles les chefs traditionnels ont été assassinés. Lui, Paul Tasson. Que oui, vraiment, comme vous voyez, Phil Marshall a fait assassiner des chefs traditionnels, etc., parce que ces derniers ont refusé de lui donner une partie de l'argent issu de la récolte du cacao, oh, patati patata. C'est Paul Tasson, hein. Ce ne sont même pas les populations riveraines du village de Soata qui témoignent. C'est Paul Tasson qui était à Yaoundé au moment des faits. C'est lui qui sert de, on va dire quoi, c'est lui qui sert de source d'information aux journalistes relativement à l'assassinat de ces chefs traditionnels. Il fallait être, on n'avait pas besoin d'être un devin pour se rendre compte qu'en fait, Paul Tasson était impliqué dans l'assassinat de ces chefs traditionnels et que tout le cinéma qu'il a organisé quelques jours après au musée national visait à attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que voilà, c'est Phil Marshall machin qui a assassiné les chefs traditionnels, etc., etc. Alors, autre, autre rôle joué par la sécurité militaire de Banqui Emile dans le Lébialem, parce qu'on va rester dans le Lébialem,
c'est l'affaire de la création des Guerrilla Fighters. Depuis que Général Hayeke a été tué, cette histoire de Guerrilla Fighters là n'existe même plus. Je n'en entends même plus parler. Certains membres même de cette histoire ont été reversés au niveau du centre les coquilles vides qu'Ebiya a créé là, le centre de désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est là-bas où on allait jeter certains membres de cette histoire-là, dont un certain Beltus Atterson. Beltus Atterson qui gesticule là sur les réseaux sociaux, dit qu'il est un ex-combattant. Il était membre de ce gang-là. En fait, c'est Paul Tasson et les Bankui Emile qui créent cette histoire-ci. Guerrilla Fighters. Et le patron des Guerrilla Fighters, c'était le général Hayeke. Général Hayeke était un soldat du pays, classe 2014, si je ne me trompe pas. Et il a déserté le pays pour aller servir au sein des Red Dragons. Donc, il était le commandant en second de Field Marshal. C'était au mois de mars 2019. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre Field Marshal Hayeke, contre de fortes sommes d'argent, bien sûr, de ce qu'il fallait qu'il quitte les Red Dragons, qu'il crée son groupe armé, les Guerrilla Fighters, en vue de fragiliser les Red Dragons, en vue de neutraliser Field Marshal. Et tout cela se passe quelques mois seulement après que l'armée camerounaise, des soldats camerounais, ait mené une opération au niveau de l'Ebialem qui visait à capturer Field Marshal vivant avant les fêtes de fin d'année. L'opération a bien évidemment échoué. Bon, maintenant, pour masquer l'échec, la cellule de communication du ministère de la Défense, à l'époque, c'est Didier Badji qui était encore là, a annoncé aux médias, Jeune Afrique, un peu partout, que Field Marshal a été blessé lors des combats avec les soldats camerounais et qui s'est réfugié au Nigeria dans l'état de Taraba pour se soigner, etc., etc. Alors, les Guerrilla Fighters sont donc créés dans ce contexte-là et dans l'objectif que je viens dont je viens de faire état, c'est-à-dire que fragiliser les Red Dragons, décapiter les Red Dragons, c'est-à-dire tuer Field Marshal. Alors, Général Hayeke a donc créé son groupe. Des promesses mirobolantes d'argent lui ont été faites. Des armes ont été mises à sa disposition par la sécurité militaire, par la DGRE aussi, d'après ce que j'ai obtenu comme information. Alors, à partir de mars 2019, Hayeke a donc commencé à commettre des actes de provocation vis-à-vis des Red Dragons. Et les Red Dragons, les Guerrilla Fighters, c'est-à-dire que le groupe armé de Hayeke, se comportait exactement comme un gang de bandits, un gang de voyous qui kidnappait contre rançon, qui incendiait des cases villageoises, qui enlevait des mamans, des jeunes filles, qui agressait les cultivateurs de cacao, notamment dans la localité d'Alor. Il leur prenait de fortes sommes d'argent, etc. Bref, les Guerrilla Fighters semaient la terreur au niveau du moins, plus précisément dans la localité d'Alor. Bien entendu, c'est Bankui Emile qui tirait les ficelles de tout cela. Bon,
pendant des mois et des mois, Ayeki a persisté dans sa sale besogne jusqu'à ce que Général Ayeki commence à ouvrir les yeux, comme on dit vulgairement au Cameroun, et puis commence à revendiquer l'argent qui lui a été, un argent qui lui a été promis. C'est vrai que une somme d'argent assez conséquente avait été débloquée dans un premier temps. Bon, maintenant, il est arrivé un moment où il en exigeait un peu plus. Alors, un jour, il s'est tourné vers ses alliés du régime pour leur dire que, écoutez, vous m'avez promis telle somme d'argent, telle somme d'argent. Je me suis retourné contre mon peuple. Je ne veux plus continuer dans cette lancée, à moins que vous mettiez à ma disposition la somme d'argent que vous m'avez promise. Il a donc commencé à faire du chantage. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était en train de faire du chantage à ses parrains au sommet de l'État du Cameroun. Alors, pour se débarrasser de lui, Général Ayeki a été attiré dans un traquenard par des soldats camerounais avec qui il travaillait au niveau de l'Ebialem. Il a été capturé, il a été torturé à mort. Et pour ceux qui se souviennent, son corps a été exposé parce que le corps avait été transporté par un hélicoptère du BI pour Kumba. Et c'est à Kumba que le corps du général Ayeki a été exposé. Et le pouvoir de Yaoundé à l'époque a profité de l'occasion pour mettre en scène la libération d'otages qui se trouvaient entre les mains de général Ayeki. À l'époque, la propagande officielle à travers des médias camerounais acquis à la cause ont fait croire aux Camerounais que voilà, l'armée camerounaise vient de libérer des jeunes filles, des griffes du redoutable général Ayeki, etc. Alors que général Ayeki travaillait en étroite collaboration avec des soldats camerounais dans la contre-révolution. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'objectif assigné aux Guerrilla Fighters, c'était de combattre plutôt les Red Dragons. L'objectif assigné, bien évidemment, par le pouvoir de Yaoundé, par les agents de la sécurité militaire du colonel Bankui. C'était ça la mission qui a été confiée à général Ayeki. Comme il n'a pas pu atteindre ses objectifs, il a été liquidé purement et simplement. Autre affaire dans laquelle la CEMIL, la sécurité militaire, est impliquée, c'est dans l'affaire Florence Ayafor. Dans l'affaire Florence Ayafor. J'en ai longuement parlé sur ma page YouTube. J'ai énormément enquêté sur le sujet, sur la question. La division de la sécurité militaire, dirigée par le colonel Bankui, est impliquée dans la disparition tragique, dans l'assassinat horrible, crapuleux et odieux de la gardienne de prison Florence Ayafor. Je dis et je répète, et il faut que les Camerounais le retiennent une bonne fois pour toutes. La division de la sécurité militaire du colonel Joël-Émile Bankui est impliquée dans la disparition tragique de la gardienne de prison Florence Ayafor. Je vais vous expliquer comment. Lorsque Florence Ayafor est tuée
dans des conditions que vous-même vous pouvez imaginer, écartelé, décapité, sa tête qui a été brandie comme un trophée, violé même, parce que avant d'être tué, elle a d'abord été violée par ses bourreaux. Vous avez tous vu la vidéo. Mais pour être sincère, moi, je n'ai pas eu le courage de consacrer ne serait-ce que 3 secondes à cette vidéo. C'était tellement... ça donnait une telle chair de poule que vraiment, j'ai pas pu avoir le courage de regarder cette vidéo. Tant mieux vraiment pour ceux qui ont pu. Bon, ceux qui ont pu regarder la vidéo savent de quoi on parle. Euh, en fait, pourquoi Florence Ayaphora a été tuée? Florence Ayaphora a été tuée parce que à la prison de Bamenda, où elle travaillait, Atanga Ponji, comment il s'appelle, le gouverneur du Nord-Ouest, là, l'Afrique, etc. Bref, tout cette pègre-là qui dirige le Cameroun à l'heure actuelle avait souvent l'habitude d'utiliser certains détenus du pénitencier de Bamenda pour former des gangs de voyous, des gangs de bandits qui devaient aller mener un certain nombre d'opérations contre-révolutionnaires dans le cadre du conflit anglophone. Kidnapper contre rançon, assassiner des civils et attribuer ces actes-là aux amazoniens. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme opération contre-révolutionnaire. Et après que ces détenus aient été utilisés dans le cadre de ces sales besognes-là, pour ces sales besognes, ils étaient purement et simplement exécutés. Parce qu'il n'était pas question qu'un jour ou l'autre, ils aient à témoigner sur ce qu'ils ont eu à faire pour le compte de ces voyous qui sont à la tête de l'État du Cameroun. Il fallait les exécuter. Alors, Florence Ayaphora, gardienne de prison à Bamenda, était très au fait de ces opérations-là. Et un jour, elle s'est vivement opposée à ce que les prisonniers, les détenus de la prison, des détenus de la prison centrale de Bamenda soient utilisés pour ces sales besoins. Et après avoir marqué son opposition vis-à-vis de la mise à contribution des détenus de la prison centrale de Bamenda par les autorités civilo-sécuritaires ou civilo-militaires de la localité de Bamenda, elle a été rappelée à l'ordre d'abord par sa hiérarchie, c'est-à-dire comment on les appelle, le régisseur de la prison centrale de Bamenda l'a convoqué pour lui dire de faire attention parce qu'elle risquait d'y passer si elle continuait à se comporter comme elle le faisait. Et par la suite, c'est le gouverneur Adolphe Laffique qui fait venir Ayaphora à son bureau pour lui dire que voilà, cette histoire-là, si tu continues à faire le bras de fer avec nous, tu verras ce qu'il en coûte. Et Atanga a donc été informé de cela, des ajustements d'Ayaphora. Et par la suite, il a donné des instructions qu'on l'élimine physiquement. Et dans l'élimination physique de Florence Ayaphora, il fallait faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on se débarrasse d'un témoin gênant, d'un certain nombre d'opérations qu'on a eu à mener, qu'on a eu à commanditer
avec des prisonniers de la prison centrale de Bamenda. Et de l'autre, on prend le soin de filmer l'acte d'assassinat ou alors la décapitation de Florence Ayafor. Et par la suite, on envoie la vidéo de cette décapitation sur les réseaux sociaux dans le but d'attribuer cet acte aux Ambazonan Restoration Forces. Et ainsi, la communauté internationale va classer le mouvement indépendantiste anglophone comme organisation terroriste. Voilà le plan qui a été conçu. Florence Ayafor a donc été tuée. Et je tiens à vous rappeler que l'un des trois bourreaux de Florence Ayafor qui était en train de la décapiter était en contact téléphonique avec les Lafrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Et c'est les Lafrique qui demande à ce jeune garçon, l'un des trois jeunes gens qui étaient en train d'égorger Florence Ayafor. Bon, les Lafrique demandent à l'un d'eux, c'est les Lafrique qui demandent à l'un d'eux de filmer la scène et d'envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà donc comment la vidéo se retrouve sur Facebook un peu partout et comment la division de la sécurité militaire entre en jeu. C'est sur ordre de la présidente de la République. Parce que la sécurité militaire de Bankui Émile a joué deux rôles dans cette affaire. Deux. Le premier rôle consistait à éliminer physiquement ceux qui ont égorgé Florence Ayafor. Parce que si ces jeunes gens, c'est-à-dire que les trois jeunes gens qui ont égorgé Florence Ayafor, étaient laissés libres et vivants, un jour ou l'autre, ils seraient amenés à faire un certain nombre de révélations sur le rôle qu'ils ont eu à jouer dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor et sur leur commanditaire. Donc, ils seraient appelés à révéler, à dévoiler les noms de leurs commanditaires. Voilà ce que ces derniers ont craint. Et c'est la raison pour laquelle ils ont donc décidé de liquider physiquement ces trois jeunes gens. Et c'est à la division, c'est-à-dire qu'à l'antenne sémile du littoral à Douala, antenne sémile du littoral à Douala, c'est là-bas où les assassins de Florence Ayafor ont été exécutés sommairement le 29 avril 2020. Retenez bien cette date, le 29 avril 2020. Et c'est un capitaine de la CEMIL qui a fait exécuter ces gens, ces jeunes gens. Au départ, les Ambazonan Restoration Forces, nous allons revenir sur eux là tout à l'heure. Les Ambazonan, parce qu'à l'époque, les EDF d'Ayabacho Lucas avaient déjà annoncé que non, nous avons arrêté, interpellé les assassins de Florence Ayafor. Ils ont même pris les photos de ces trois jeunes gens, ils ont mis sur un flyer, ce qu'ils ont balancé comme ça là, sur les réseaux sociaux. Or, après mes investigations, voilà, exactement un mois faux, le 29 avril 2020 à Douala, et c'était un capitaine qui a exécuté ses enfants. Ceux qui ont tué Florence Ayafor. Alors, les EDF ont donc balancé le flyer sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, nous prenons la communauté internationale à témoin, les assassins de Florence Ayafor ont été arrêtés, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, si Ayabacho et ses EDF ont pris la communauté internationale à témoin en lui disant qu'ils avaient arrêté Florence Ayafor. Ça veut dire que c'est les EDF qui ont mis
ces 3 jeunes gens à la disposition de la division de la sécurité militaire pour qu'ils soient exécutés sommairement. Aussi simple que ça. Voici donc le premier rôle que la CEMIL a joué dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor. Et je tiens à dire à tous les agents de la sécurité militaire qui écoutent cette vidéo que je suis en train d'investiguer sur le rôle joué par la sécurité militaire avant l'assassinat de Florence Ayafor. Je suis en train d'investiguer là-dessus parce que je ne suis pas très sûr que la CEMIL n'était pas informée de la situation de Florence Ayafor vis-à-vis de sa hiérarchie, vis-à-vis du gouverneur de la région du Nord-Ouest avant son assassinat. Je suis sûr que cette CEMIL a joué un rôle avant la décapitation de Florence Ayafor. Le deuxième rôle que la sécurité militaire a joué dans le cadre de l'affaire Florence Ayafor, le deuxième rôle, c'était de mettre en scène un procès au tribunal militaire pour tromper, pour entourlouper, pour berner l'opinion internationale en faisant croire à cette dernière que la lumière est en train d'être faite sur l'assassinat de Florence Ayafor parce que le 10 octobre 2019, les États-Unis, à travers leur ambassade à Yaoundé, ont publié un communiqué. Et à travers ce communiqué, le gouvernement américain a exigé, c'était 2 semaines après l'assassinat de Florence Ayafor, le gouvernement américain a exigé que les assassins, et le communiqué était adressé au gouvernement camerounais, même pas aux ambazoniens, que les cyberactivistes proches du régime de Biya accusaient d'avoir assassiné Ayafor. Donc le gouvernement américain a invité son homologue camerounais à rattraper les présumés coupables, à les juger, c'est-à-dire qu'à les traduire devant un tribunal pour un procès équitable et public. Pour un procès équitable et public. Or, les Atanga Ponji, les Lélé l'Afrique, les Bankui Emile et autres ne pouvaient donc pas traduire devant les tribunaux les jeunes enfants qui ont exécuté Florence Ayafor parce qu'ils allaient être amenés à livrer leur commanditaire. Il fallait les exécuter. Maintenant, pour mettre en scène un procès, la sécurité, la CEMIL a attrapé 2 jeunes gens au quartier Bonabedi à Douala, de jeunes débrouillards, de jeunes commerçants. Ils s'appellent Niba Innocent Akuma et Ed Mungang. Ils ont été arrêtés en fin juin 2020. C'est-à-dire que quelques mois seulement après l'assassinat, après l'exécution sommaire et extrajudiciaire des assassins de Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'on exécute le 29 avril 2020, on les fait exécuter. Quelques mois après, on fait arrêter 2 jeunes gens à Bonabeni, à Douala, Niba Innocent Akuma et puis Ed Mungang. On les conduit d'abord parce que c'était des jeunes commerçants. Niba Innocent Akuma, comment il est arrêté? 3 agents de la CEMIL arrivent à sa boutique parce qu'il avait une boutique au niveau de Bonaberi à Douala. Il s'y trouvait avec sa copine enceinte. Un garçon âgé de 31 ans, je crois. 3 agents CEMIL en civil arrivent là. Bien entendu, le jeune homme croit avoir affaire à des clients. Il leur dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Et puis les agents CEMIL lui demandent de présenter sa carte d'identité. Le jeune homme dit que présentez ma carte d'identité comment? Qui êtes-vous? Et c'est là où les gars se présentent donc. Allez,
tel agent C1000, blablabla. Allez, suivez-nous. C'est comme ça qu'on embarque dans le petit avec sa femme enceinte. Allez, on le fait monter dans un pick-up. Directement, l'antenne C1000 du littoral à Douala. Arrivé à l'antenne C1000 du littoral à Douala, les agents qui s'y trouvaient demandent à la copine de Niba, Innocent Akuma, de rentrer à la boutique. Bon, une fois à l'antenne C1000, un adjudant, je crois, un adjudant ou un capitaine, je ne sais pas quel grade il avait, montre la vidéo, la fameuse vidéo que vous avez tous vue, de la décapitation de Florence Ayafo. Il dit, est-ce que tu reconnais cet endroit? Et puis le jeune homme dit, moi je ne connais pas Florence Ayafo. Je n'ai jamais été à Pigning parce que Ayafo avait été tué au village Pigning. Après, l'agent s'est mis dit que, mais c'est vrai, toi tu n'apparais pas dans la vidéo là. Tu n'apparais pas dedans. Mais tu connais les gars, c'est-à-dire que les gars qui sont sur la scène, tu connais sans doute l'un d'eux. Le gars dit, je ne connais personne parmi ces gars-là. Après avoir dit qu'il ne connaissait personne parmi ces gars, on l'a torturé. On a torturé ce jeune homme. Après l'avoir torturé, quelques jours après, allez, direction Yaoundé, au bureau du colonel Bankui. Quand Niba Innocent Akuma arrive là, on le conduit au bureau du colonel Bankui. Bon, on lui présente, après Bankui dit, allez le garder en cellule. On le prend, le jette en cellule. Et puis, Niba Innocent Akuma sera rejoint par Edmund Gang. Edmund Gang, c'était son cousin. Et comment on arrête Edmund Gang? Edmund Gang est arrêté au moment où il était en train d'accompagner son cousin, un autre cousin, sur Bamenda. Donc, le cousin avait oublié sa carte d'identité. Donc, ils étaient sur le chemin de la gare routière et son cousin là devait prendre le bus pour Bamenda. Après, ils se sont rendus compte que le cousin de Edmund Gang a oublié sa carte d'identité à la maison. Edmund Gang est donc rentré à la maison chercher sa carte d'identité. Et c'est au retour. Et ce cousin s'appelait Ngouroger. Voilà. Ngouroger. Bon, quand il rentre donc avec la carte de Ngouroger, il tombe nez à nez sur les agents C1000 qui l'interpellent. Et c'est pour ça que vous avez dû remarquer dans le reportage que les médias camerounais ont eu à faire sur les deux présumés assassins de Florence Ayafo qui ont été arrêtés. Vous avez pu remarquer que le nom Ngouroger était affiché sur la poitrine de l'un des deux. Le Ngouroger là, en fait, n'était que le nom du cousin de Edmund Gang. Parce qu'au moment où Edmund Gang est arrêté, la carte qu'il détient, la carte d'identité nationale qu'il détient était celle de son cousin Ngouroger qu'il est allé chercher à la maison. Parce que Ngouroger, son cousin, l'avait oublié à la maison. C'est donc comme cela que lui également, il va subir le même traitement que l'autre là, qui l'a devancé. Niba Innocent Akuma, bon, il va être torturé, questionné, etc. Lui-même, il dira que vraiment, il n'a rien à voir avec cette histoire. Puis lui aussi, il va aller rejoindre Niba Innocent Akuma à la CEMIL, à Yaoundé, au ministère de la Défense. Le 10 juillet donc, 2020, comme au Cameroun, je ne sais même pas ce que devient la presse, c'est-à-dire que les médias et tout ça là. On va dire que le ministère de la Défense, les Atomfac et tout ça là, ils ont fait venir la presse pour filmer les enfants là qui étaient placés au niveau de la cour de la CEMIL avec leur nom sur la poitrine. On les a présentés comme les assassins de Florence Ayafo.
qui ont été interpellés grâce à la perspicacité, grâce au génie des agents de la sécurité militaire qui ont bénéficié de la collaboration de la population locale, etc., etc. Bref, ils ont construit une histoire là qui ne tient pas la route. Je me rappelle à Tom Fax, Cyril, le perroquet du ministère à la Défense. Il a construit une histoire là comme quoi, oui, au moment où Edmond Gang était à Ngou Roger, parce que on a attribué le nom de Ngou Roger à Edmond Gang. Ngou Roger était en train de conclure une histoire d'achat d'armes à Douala. J'ai seulement ri à l'époque. Je dis que, mais celui où vous nous prenez même pour des qui? Vous nous prenez pour des boutoukou. Vous avez arrêté quelqu'un qui était en train de conclure une affaire d'achat d'armes. Vous l'avez arrêté et celui avec qui il était dans le deal, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Vous ne l'avez pas arrêté, pourquoi? On a pris ces deux enfants-là. On est d'abord allé les jeter au cèdre. Arrivé au cèdre, il y a un adjudant là-bas, un adjudant-chef, qui leur a dit que nous savons que vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Écoutez bien, un adjudant-chef au niveau du CED, secrétariat d'État à la Défense, là où on a conduit ces deux enfants-là, leur a dit qu'ils n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Mais leur seule préoccupation, c'était de savoir si ces deux jeunes gens étaient membres des Ambazonian Restoration Forces. La réponse, bien évidemment, c'était non. Au moment où ils sont arrêtés, ils ne sont pas des Ambazonian Restoration Forces, puisque c'est à Douala qu'on les a arrêtés. Alors, après donc le 7, ils ont passé pratiquement 2 mois, hein. 2 mois ou 3 mois, non. C'était quelques semaines. Parce que c'est au mois d'août, qu'ils ont été inculpés et puis placés sous mandat de détention à la prison centrale de Yaoundé-Koningui. Jusqu'à ce jour, depuis le mois d'août 2020, jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont jamais été jugés. Et s'il vous plaît, Atanganji et l'île l'Afrique sont parties civiles à ce procès. Atanganji et l'île l'Afrique. Et la famille d'Ayafor a subi des pressions et des menaces. Et parfois des menaces de mort. Devinez d'où provenaient ces menaces-là. Devinez d'où provenaient ces menaces. Alors, une autre affaire dans laquelle est impliquée la CEMIL du voyou Émile Bankui. Il s'agit de l'affaire de Comfort Thomasan. Bon, moi, il faut dire, son parti civil, c'est-à-dire, donc, t'as dit que le parti civil, ça veut dire que Atanganji et l'Afrique se considèrent comme les victimes, non, de l'assassinat de Florence Ayafor. Ils demandent des réparations. Je ne sais pas si Florence Ayafor était leur sœur ou leur, je sais pas quel type de relation ils entretenaient avec la défunte. Je ne sais pas. Donc, ils veulent réclamer des réparations. Donc, en fait, le véritable rôle que Atanganji et l'Afrique jouent dans cette affaire, c'est qu'ils veulent obstruer la procédure, c'est tout. C'est ça le rôle. Bon, partie civile, c'est vrai, ils sont du côté de la partie civile, mais dire qu'ils sont partie civile, c'est un abus de langage. Tu vois, donc leur rôle, en fait, c'est d'obstruer la vérité, d'empêcher que la vérité n'éclate. Et comme vous pouvez remarquer, depuis que le procès s'est ouvert en décembre, je crois, 2020, c'est bloqué, la procédure est bloquée, ça n'avance pas. Et les débats ne se sont même jamais ouverts. Et ces enfants sont toujours à la prison centrale de Koningui.
depuis plus d'1 an. Ces enfants sont là, Edmund Ngam et puis Niba Innocent Akuma. Et pour ceux qui sont mes amis sur Facebook, j'ai à une certaine période, du moins il y a quelques semaines ou quelques mois, lancé une alerte où j'interpellais l'opinion internationale relativement à la situation de ces deux jeunes gens. Et j'ai également attiré l'attention du colonel Le Bankui de la sécurité militaire, que c'est lui le geôlier de ces deux enfants-là et que ce dernier, et que Bankui Émile a intérêt à faire libérer ces enfants-là parce que Niba Innocent Akuma et Florence et Edmund Ngam n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafo. Mais alors, rien à voir. Alors, ouvrons donc l'affaire Comfort Thomasin. Comfort Thomasin a été assassiné le 13 août 2020. Comfort Thomasin a été assassiné le 13 octobre 2020. Alors, pourquoi Comfort Thomasin a été assassiné? Bien entendu, cette jeune fille a été l'agneau du sacrifice. Parce que quelques jours avant son assassinat, à l'époque, Tibor Nagui était encore sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Alors, il avait fait une déclaration, c'était fin juillet 2020. Excusez que je m'asseye un peu normalement. Il a déclaré que le grand dialogue national, c'était du n'importe quoi et que les États-Unis étaient favorables à des négociations sans précondition et avec un médiateur international. Après cette déclaration, Yaoundé a paniqué. Et la pègre qui dirige l'État du Cameroun, qui dirige le Cameroun, s'est donc demandé qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il faut à tout prix convaincre ces gens, convaincre le gouvernement américain, convaincre Washington de ce qui se trompe dans sa perception de la crise. Il faut à tout prix leur prouver que les personnes avec qui ils veulent qu'on négocie ne sont pas dignes d'être notre interlocuteur dans quelque négociation que ce soit. Il faut à tout prix prouver que ce sont des bandits, que ce sont des criminels, que ce sont des terroristes avec qui aucune négociation n'est possible, que ce sont des bandits. Alors, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé fait? Et tout ça, c'est la sémile de Bankui qui orchestre cela. Le pouvoir de Yaoundé a d'abord sacrifié Trizomba. C'était le 3 août 2020. Trizomba. Elle a été tuée dans une localité là, à la périphérie de Bamenda. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui était en train de balancer les fesses à côté d'un jeune garçon là, et puis donc c'était une vidéo séquencée. Une partie de l'image montrait la jeune fille en train de se trémousser et tout, aux côtés d'un jeune, et de l'autre, l'image de son corps avec le cou entaillé, le sang qui giclait et tout. C'était le 3 août 2020. Je m'en souviens parce que j'ai eu à suivre ces histoires-là de très près. Parce qu'à travers cette image-là, le pouvoir de Yaoundé voulait convaincre la communauté internationale, les États-Unis, de ce que voilà, ces gens avec qui vous voulez qu'on négocie, ce sont des voyous, ce sont des bandits. Et la première personne à avoir reçu cette vidéo en exclusivité, c'est Titus Nkonda, Makontripi Pondem. Et Makontripi Pondem travaille avec Bankui Émile. C'est vrai qu'il a des relations très poussées avec Atanganji,
avec Paul Elumche également, qui est secrétaire général adjoint à la présidence, parce que Paul Elumche est également proche de Nkonda Titus, My Country People Name. Et la présidence de la République verse, Ngongo Ferdinand particulièrement, verse beaucoup d'argent à Nkonda Titus. Ngongo Ferdinand et puis Mvondo Ayolo. Donc, c'est donc Nkonda Titus qui reçoit la vidéo. Il balance ça sur les réseaux sociaux. Quand il était encore le Nkonda Titus de l'époque, parce que maintenant, ça ne vaut plus la peine, il a disparu de la scène. Après que je l'ai exposé, il a disparu. Bon, il s'attendait à ce que, qu'à la suite de la diffusion de cette vidéo-là, horrible sur les réseaux sociaux, le monde allait se mettre en ébullition. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs, malheureusement. Bon, après le flop de l'affaire Trizomba, ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Comme Fortou Massan, qui a été tué le 11 août 2020, avait une relation amoureuse, bien sûr, avec un soldat de l'armée camerounaise. Alors, comme Fortou Massan sortait avec le soldat parce que elle devait servir de monnaie d'échange pour la libération de son grand frère qui avait été arrêté par des gendarmes à Mouyouka. Bon, après donc avoir servi d'objet sexuel à des militaires qui étaient en poste au niveau de Mouyouka, comme Fortou Massan va par la suite commencer à fréquenter les milieux ambazoniens à Mouyouka, donc les combattants ambazoniens. Et puis les soldats en service à Mouyouka vont donc prendre peur que, comme Fortou Massan ne soit amené à trahir leur secret et à dévoiler leur localisation aux Zamba Restoration Forces. Voilà comment tout a été organisé de manière à ce qu'elle soit capturée et tuée dans les circonstances que vous-même vous avez pu voir. Et bien entendu, il fallait qu'elle serve de sacrifice parce que le pouvoir Biya voulait convaincre à tout prix les Américains de ce que, voilà, les Ambazoniens sont des terroristes, des cannibales, des assassins, des criminels, des bandits avec lesquels aucun dialogue, aucune négociation n'est possible. Comme Fortou Massan a été tué, et dans mes investigations sur cette affaire, le nom de Bankui a été cité. Le nom de Bankui a été cité, le nom du gouverneur du Sud-Ouest, cette fois-là, Okali Abelai, a été cité. Elle a été tuée. Bien entendu, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux a suscité un tollé général. Heureusement que moi, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, hein, mais j'ai comme le sentiment que le travail, on va dire, le contrepoids que j'ai eu à opposer à cette campagne malsaine sur les réseaux sociaux a
a eu des conséquences telles que l'on ne vit plus depuis. Vous avez pu remarquer qu'on n'assiste plus à ce genre de scènes horribles. Depuis que j'ai entrepris de dénoncer ce genre de choses, des crimes horribles comme ceux sur Florence Ayaf ou alors de Comfort Thomasan ne sont plus légion. Vous avez pu le remarquer sans doute. Et après que Comfort Thomasan a été assassiné, Tai Tusunkonda a été reçu en grande pompe à la présidence de la République par Ferdinand Ngongo parce que à l'époque, la pègre qui dirige le Cameroun s'est rendu compte que les États-Unis ont réagi pour condamner les ambazoniens, l'Angleterre, le gouvernement anglais également. Bref, la communauté internationale s'est émue. La communauté internationale s'est émue quant à ce crime odieux-là. Et c'était justement ça l'objectif d'Nkonda Titus, d'Mbangu Emile et autres. C'était d'émouvoir la communauté internationale, de dresser cette dernière contre le mouvement indépendantiste anglophone. Et à l'époque, comme ils se sont rendus compte que leur objectif a été atteint, Nkonda Titus a été reçu à la présidence de la République le 11 août 2020 et c'est Ngongo qui l'a reçu à la présidence de la République. Alors, autre affaire dans laquelle Banqui Emile est impliqué, c'est dans l'affaire des ZDF, Ambazonian Defense Force. Je vais le redire ici, à travers ce live. Ambazonian Defense Force n'est pas un groupe, c'est-à-dire que n'est pas un mouvement armé tourné vers la cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. L'Ambazonian Defense Force est une milice qui est financée et armée par des officiers du renseignement camerounais dont le colonel Joël Émile Banqui de la division de la sécurité militaire. Savez-vous, mesdames et messieurs, qu'Ayabacho Lucas, qui est le patron de l'Ambazonian Defense Force, se rend très souvent au Cameroun? Est-ce que vous le saviez? Ayabacho Lucas, qui est le patron de la division de la sécurité militaire, se rend très souvent au Cameroun. Et quand il se rend au Cameroun, il tient des réunions avec des hauts gradés de l'armée camerounaise, des officiers supérieurs du renseignement camerounais, des dignitaires du régime de M. Paul Biya, des hauts cadres de la présidence de la République. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous allez sur le mur de Caroline Mala, une activiste ambazonienne qui était proche d'Ayabacho Lucas, elle fait un certain nombre de révélations sur les accointances entre Banqui Emile et Ayabacho Lucas. Et moi-même, j'ai eu à le dire à travers ma chaîne YouTube et même sur Facebook que un des proches du colonel Banqui m'avait informé de ce que ce dernier a très souvent l'habitude d'échanger par WhatsApp avec Ayabacho Lucas. Il y a quelques mois, j'ai révélé aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook que 2700 armes ont été livrées à l'Ambazonian Defense Force par Banqui Emile et Eko Maxime, qui est le patron de la DGRO.
Direction générale de la recherche extérieure, dont les services de contre-espionnage camerounais. Les Ambazonan Defense Force, c'est-à-dire que leur rôle, ce n'est pas de lutter, c'est-à-dire que de combattre l'armée camerounaise. Non. L'objectif de l'Ambazonan Defense Force, premièrement, c'est d'émietter, de casser, de diviser la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Et là, je m'adresse aux supporters d'Ayaba qui m'accusent d'être celui qui a été implanté au sein de la résistance anglophone pour le diviser. Je tiens à vous dire, chers messieurs, que ce n'est pas à la faveur de mon départ du Cameroun que les divisions sont nées au sein de la résistance anglophone. C'est bien avant mon départ du Cameroun. Parce que j'avais déjà constaté ces querelles intestines, ces guerres de leadership au sein de la lutte armée anglophone au moment où je me trouve encore au Cameroun. Ça, il faut le dire. Alors que les affidés d'Ayabacho viennent aujourd'hui m'accuser, alors que les preuves, c'est-à-dire que les évidences de la collaboration entre ce groupe, c'est-à-dire que les EGOFSI, EDF et le pouvoir de Yaoundé sont, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il est tellement, c'est-à-dire que cette collaboration ou cette collusion, c'est selon, est tellement évidente qu'on n'a vraiment pas besoin de démontrer ou de prouver quoi que ce soit. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est clair et ça se voit. Ça se voit. Et quand Chris Ano avait annoncé sur ABC Amba TV qu'Ayabacho se rend très souvent au Cameroun avec un certain Cheikh Avi. Est-ce qu'Ayabacho a démenti cela? Non. Parce qu'il est conscient que tout cela est vrai. Il est conscient que tout cela est vrai. Et je vous ai toujours dit que 99%, c'est-à-dire que si 100 généraux ambazoniens ont été tués au cours de cette révolution, 99 l'ont été par ou grâce aux Ambazonan Defense Force. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que si vous allez sur les pages Facebook, Twitter de ce groupe-là, les EGOFSI, EDF, machin, vous verrez, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un groupe armé bien organisé, surarmé, avec des tenues, avec du matériel roulant. Mais personne ne s'est une seule fois posé la question de savoir que, mais d'où provient l'argent qui permet à EDF de s'offrir un armement aussi lourd? Quand est-ce que EDF a levé des fonds en vue de l'acquisition d'un tel matériel? Parce que si Ayabacho Lucas et ses gardes EGOFSI décident d'organiser un fundraising pour l'achat des armes, un peu comme le interim government de Dr. Samuel Sako Ikome fait avec les Mamba War Draft et tout ça là. Si Ayabacho décide d'organiser le Mamba War Draft, s'il s'en sort avec beaucoup, c'est $500. $500. Parce que même les populations du Southern Cameroun ont commencé à vomir Ayabacho. La preuve, quand Ayabacho décrète un lockdown, ou alors quand il lance un mot d'ordre, lockdown, ghost town et tout ça là, qui exécute? Qui suit? Personne.
Personne. Or, quand le interim government de Dr. Sako décrète un mot d'ordre, lockdown, ghost town, la population suit. C'est un fait. Or, quand tu le dis, les ayabaïstes vont venir tomber sur toi pour dire que, oh, machin, ceci, cela, ah, tu es au service de Dr. Samuel Sako, il commet, etc., machin, truc. Vous voyez, toutes ces guerres-là, ces affrontements, d'un côté le camp de Sako, de l'autre le camp de Ayabacho, c'est Banqui Émile. C'est Banqui et sa sécurité militaire. Ce sont eux qui orchestrent cela. Oui. Et en orchestrant ces affrontements, cette division, cette querelle de leadership, en orchestrant tout cela, le pouvoir de Yaoundé, les sécurocrates du régime, les patrons des services secrets, se mettent derrière le camp d'Ayaba. Parce qu'ils utilisent le camp d'Ayaba comme un instrument de contre-révolution. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, qu'au niveau des États-Unis, le gouvernement camerounais utilise un lobbyiste américain, un certain Chris Brown, qui est venu s'attaquer à moi sur Twitter. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais utilise cet individu pour présenter l'Ambazonan Defense Force comme étant la seule force, c'est-à-dire que le seul groupe armé indépendantiste anglophone crédible, etc., célèbre, avec lequel le gouvernement camerounais doit négocier, et patati et patata. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais est allé jusqu'à payer un lobbyiste américain, un certain Chris Brown, pour mener cette campagne-là sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant l'affaire d'Ayafo, c'est les ADF qui ont livré, c'est-à-dire que les 3 assassins d'Ayafo à la sécurité militaire. Et c'est tout récemment, quand j'investiguais sur l'affaire en décembre 2020, que je me suis rendu compte que ces 3 jeunes gens avaient été exécutés sur ordre de Banqui. Je me suis dit, ah tiens, si les ADF ont clamé à l'époque, en son temps, que ce sont eux qui ont arrêté les 3 assassins de Florence et Afro, ça veut dire que ce sont les ADF qui ont confié, qui ont livré ces 3 jeunes gens à la sécurité militaire. D'où la collusion, on ne peut plus évidente, entre les ADF et Banqui Émile. C'est de cela qu'il est question. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que la résistance armée anglophone, si les ADF ont 1000 combattants, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Si les ADF ont 1000 combattants, Banqui Émile a au moins 600. Je dis bien 600. Sans compter les petits groupes de bandits qu'il a déversés là-bas et à qui il a remis des cartes C1000 et des armes et tout ça. Et je vous avais également parlé ici sur ma chaîne YouTube d'une affaire de 40 000 munitions qui ont été interceptées sur la route Ebolo-Vambam. Et c'est Patrice Nouma qui avait révélé ce scandale-là en juin 2018. C'est-à-dire que un car transportant 40 000 munitions a été intercepté sur la route Ebolo-Vambam et la cargaison de munitions était escortée par des agents C1000, dont un certain caporal Atangna qui travaillait à l'antenne C1000 de Bertois à l'est. Alors, les gendarmes de la Légion du Sud décident donc de conduire les membres du convoi
les membres qui se trouvaient dans le convoi à la Légion de gendarmerie du Sud pour une audition. Et c'est le commandant des opérations à la Légion de gendarmerie du Sud, une certaine Aïssine Golondefine, colonel, qui a ouvert l'audition. Et pendant qu'elle auditionnait les membres du convoi, Bankou Émile appelle cette colonel-là, la dame-là, pour lui dire de laisser passer le convoi parce que les munitions sont destinées à un groupe séparatiste. Et c'est comme ça qu'elle a donc laissé passer le convoi. Donc, des 40 000 munitions étaient destinées. Et Bankou Émile a insisté en disant qu'il s'agissait d'un ordre du chef de l'État, Paul Biya. Et que voilà, si elle s'exécutait, elle allait passer général de brigade. Et Bankou lui a même envoyé de l'argent pour qu'elle laisse passer le convoi. Donc, ça veut donc dire que nous sommes en juin 2018. Donc, ça veut dire que c'est depuis même l'éclatement de la lutte armée que Bankou commençait déjà à collaborer, à infiltrer les combattants ambazoniens. C'est de cela qu'il est question. Donc, la sécurité militaire est impliquée dans beaucoup. Le nom de Bankou est cité dans pas mal de crimes dans le cadre de ce conflit en zone anglophone. Quand on vous cite par exemple l'affaire de l'assassinat des 7 élèves à Kumba, le 24 octobre 2020, tout ça, ce sont les plans de Bankou Émile. Tout ça, ce sont les plans qu'il élabore dans sa sécurité militaire. Ce sont ses plans. Est-ce que vous savez que ceux qui ont les soldats camerounais en civil qui ont assassiné les 7 enfants-là, ces soldats ont été par la suite exécutés par la sécurité militaire. Et celui qui dirigeait les opérations au niveau du bois des singes à Douala s'appelle l'adjudant Bessala, l'un des bras droits du colonel Bankou. Ah oui! Eh oui! Donc après l'opération, le 24 octobre 2020, les soldats qui ont assassiné, ont été exécutés sommairement pour effacer toute évidence. Parce que, écoutez, s'ils avaient été maintenus en vie, s'ils avaient été gardés en vie, ils risquaient de dévoiler un certain nombre de choses, de livrer leur commanditaire, de passer à table, comme on dit. Donc, il était mieux pour leurs commanditaires pour les commanditaires de cet assassinat de les exécuter purement et simplement. Voilà. Donc, on a pratiquement fait le tour. Hein? On a pratiquement fait le tour. Donc, j'espère que vous avez été édifiés quant au thème abordé au cours de ce direct. Merci à tous ceux qui étaient connectés, mesdames et messieurs. À la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.